la table de topologie. Voilà. Donc, il contient donc une liste des informations relatives à toutes les autres routeurs. C'est une base de données qui représente le réseau LFTP, c'est-à-dire l'état de lien vers toutes les routeurs voisins. Voilà. Donc, chaque routeur doit avoir sa table LSTP, c'est la table de topologie. Et pour afficher cette table, voilà, vous pouvez utiliser la commande show IP OSPF database. D'accord? Pour afficher la table de voisinage, c'est OSPF neighbor. Et pour afficher la base de données des liens, c'est LSTP. C'est le OSPF database. D'accord? Pardon. La dernière, c'est la base de données de récheminement. Hein. C'est la table de routage, bien sûr, qui contient les routes vers toutes les destinations possibles. Hein. C'est la table de routage. Pour afficher ça, c'est ShowID. Le relief utilise bien sûr pour créer la table topologique, etc. C'est-à-dire la première table qui doit être utilisée et créée par un routeur, c'est la table de voisinage. Voilà, la table de voisinage. Voilà, donc OSPF utilise l'algorithme SPF de Dijkstra. D'accord? Donc SPF de Dijkstra, voilà, pour bien sûr construire la table de topologie. Bien sûr, le SPF est basé sur le coût, bien sûr, calculé pendant, bien sûr, et permettant d'atteindre une destination. Le coût, je vous ai déjà expliqué comment calculer le coût d'un chemin. Il faut d'abord calculer donc, la métrique de chaque lien. Supposons que un chemin utilise trois liaisons pour arriver à la destination. Donc, il faut calculer le coût de chaque liaison. Et donc, le coût du chemin, c'est la somme de trois coûts. D'accord? Le coût, c'est la 10 puissance 8 divisé par la bande passante de la liaison. SPF, donc, je pense que vous avez déjà étudié l'algorithme Dijkstra, est basé sur utilise une arborescence et place le routeur en question parce que chaque routeur doit exécuter le SPF. Le SPF qui est basé sur l'algorithme Dijkstra SPF. Donc, le routeur en question, on le met c'est-à-dire à la racine de cette arborescence et en exécutant bien sûr après en calculant bien sûr le plus court chemin vers chaque destination. En utilisant le coût, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, placer le routeur en question à la racine et après calculer les différents coûts vers les différents chemins. Si, par exemple, pour un chemin, il y a pour une destination, il y a plusieurs chemins, donc il faut utiliser le meilleur coût. Voilà, le meilleur coût. Regardez, vous avez bien sûr l'arborescence, regardez, la racine, appliquer donc l'algorithme Dijkstra, placer le routeur en question à la racine et calculer, vous avez ici les destinations. C'est les autres routeurs, voilà, de destination. Et après, il faut calculer le coût. Alors, vers le coût vers le premier voisin. Voilà. Le coût vers le deuxième voisin qui doit passer par le premier, c'est-à-dire qui se trouve à 200, l'autre qui se trouve à 300, ainsi de suite. C'est l'algorithme Dijkstra. Et donc, pour
pour permettre, pour ajouter ces informations de routage, le OSPF, bien sûr, utilise les étapes de routage d'état de lien suivants, là, pour arriver à ce qu'on appelle à découvrir les routes. Donc, premièrement, établissement des contiguités de voisinage, ce qu'on appelle donc l'envoi du paquet Hello pour détecter les voisins, les routeurs voisins. Donc, après, il faut donc un échange d'annonces à état de lien, déclarer les liens, voilà. Créer la base de données de l'état de lien et après l'exécution de l'algorithme Dijkstra. L'exécution de l'algorithme Dijkstra, c'est pour, bien sûr, établir la table de recherche. Pour établir la table de recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exécuter l'algorithme SPF avant de détecter les voisins, ou bien avant de créer la base de données de l'état de lien. Très attention, peut-être il y aura une question sur ça, sur par exemple l'ordre. Quel est le meilleur ordre? Ou bien une question directe. Est-ce qu'on peut exécuter, par exemple, est-ce qu'on peut exécuter l'algorithme pour le protocole OSPF? Est-ce que le protocole OSPF exécute l'algorithme Dijkstra et avant c'est-à-dire la création de la table, bien la base de données état de lien? C'est faux. D'accord? Donc, l'exécution de SPF, c'est la dernière étape pour établir la table de recherche. Voilà, et sélectionner le meilleur chemin, bien la meilleure route. Comme je vous ai dit, OSPF utilise la notion de la zone. Donc, c'est un avantage de ce protocole. On peut utiliser donc une seule zone, comme si on n'utilise pas la zone, mais généralement, on utilise au moins 2 ou 3 zones. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça pour améliorer les performances. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette zone, etc. Donc, pour une efficacité, une évolutivité toujours supérieure, voilà, le protocole OSPF prend en charge le routage hiérarchique à l'aide des zones. Une zone OSPF, donc, c'est un ensemble de routeurs qui partagent les mêmes informations d'état de lien. C'est-à-dire la base de données LSTP est créée uniquement à l'intérieur de la zone. Donc, les informations d'état de lien se partagent à l'intérieur de la zone. Et vous pouvez imaginer donc la convergence, l'efficacité, l'évolutivité, etc. Quand vous utilisez plusieurs zones, c'est-à-dire vous allez diminuer l'utilisation euh, des ressources et donc augmenter les performances. Voilà. Et par contre, si vous utilisez une seule zone, c'est-à-dire les messages vont être envoyés à tous les routeurs du réseau. Donc, LSDB, faites très attention, la base de données LSDB qui contient des informations d'état de lien, c'est une base de données créée à l'intérieur de la zone. C'est-à-dire routeurs, les routeurs qui appartiennent à la même zone partagent la même LSDP. Et donc, le protocole OSPF, vous pouvez l'implémenter en utilisant une seule zone, c'est la zone 0. Voilà, c'est facile à la configuration, mais consomme beaucoup de ressources. Voilà, et le délai de convergence augmente. Vous pouvez utiliser un OSPF à plusieurs ressources, à plusieurs zones. Et dans ce cas, il faut faire très attention à la configuration. Voilà. Et quand vous utilisez plusieurs zones, vous avez amélioré les performances du routage. D'accord?
Quand vous utilisez plusieurs zones, il y a toujours une zone qui relie les différentes zones. D'accord? Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la zone centre-est et ouest. Voilà. Dans chaque zone, il y a une zone, par exemple 1, 2, 3, mais il faut créer la zone 0. La zone 0, c'est la zone qui regroupe voilà, les 3 zones. D'accord? On va supposer qu'à l'intérieur de chaque zone, il y a un réseau WAN. D'accord? À l'intérieur de chaque zone, il y a un autre réseau WAN. Sûrement, il y a un réseau WAN qui regroupe les régions centre, est et ouest, mais même à l'intérieur de la zone, peut-être il y a des réseaux WAN. D'accord? Et dans ce cas, les réseaux WAN et les routeurs qui se trouvent dans la même zone, on peut les configurer dans la même zone. Et pour relier les zones, en utilisant une zone centrale, d'accord? C'est le réseau backbone ou bien fédérateur, donc la zone 0, voilà, pour regrouper les deux. Et dans ce cas, vous aurez la situation suivante. Il y a des routeurs qui appartiennent à la zone 0 et en même temps appartiennent à la zone 1 au niveau de la région centre. La même chose, est et ouest. Il y a le routeur, c'est-à-dire frontière, appartient à la zone 0 et en même temps appartient à la zone locale, si vous voulez. Voilà. Donc ces routeurs, là, sont, euh, on les appelle les routeurs ABR. ABR, d'accord? Donc les routeurs qui appartiennent à la zone 0 et à une autre zone, c'est les zones ABR. Area Border Router. C'est les, les, les routes border ou bien les routes frontières. Frontières parce que là, il appartient à plusieurs zones. Donc, il y a une frontière. Bon, pour la zone 0, tous les routeurs regardés, R1, R2, R3 sont configurés dans la même zone 0. Par contre, s'il y a plusieurs areas, plusieurs zones, voilà, il y a la zone 1, la zone 0 et la zone, par exemple, 51. Plusieurs réseaux. Donc, s'il y a, par exemple, une mise à jour à l'intérieur de la zone 51, donc il y aura uniquement un échange d'informations hein, pour partager les informations état de lien, donc LSDP, à l'intérieur de la zone 51. Il n'y aura pas un changement pour les autres, ce qui améliore bien sûr les performances. Voilà donc les avantages quand vous utilisez plusieurs zones. La table de routage est petite, voilà, parce qu'au niveau de chaque zone, il y a une table de routage, et après, il y a un seul lien vers l'autre zone, d'accord? Ou bien vers les autres zones. C'est-à-dire, on ne va pas garder dans la table de routage tous les réseaux, juste les réseaux de la même zone, et après, le reste, on va l'envoyer directement vers le border, c'est le HBR. C'est par exemple les CCR2, le HBR. C'est le Area Border Router. D'accord? Donc regardez, donc les tables de routage sont plus petites parce qu'il y a moins d'entrées pardon, dans la table d'acheminement, dans la table de routage. Cela dû au fait que les adresses réseau peuvent être résumées entre les zones. Eh bien, donc on fait un classless, un résumé des routes, voilà, et toutes les autres routes qui se trouvent dans les autres zones, on va les résumer en utilisant une seule route. C'est la route, par exemple, par défaut. Voilà. Euh, Bien sûr, on va minimiser c'est-à-dire le surcoût de protocole et augmenter les performances parce que les messages échangés en cas de mise à jour sont uniquement partagés entre les routeurs de la même zone.
Aussi, on peut réduire aussi le calcul ou bien la fréquence du calcul de l'algorithme SPF. D'accord, SPF, raison multiple, localise l'impact d'une modification topologique au sein d'une zone. S'il y a une modification topologique, par exemple, si le lien entre ces deux routeurs tombe, regardez, voilà, il y aura un échange d'informations uniquement à l'intérieur de la zone, ce qu'on appelle les paquets LSA. Donc voilà les paquets échangés dans le cas de les différents paquets et pas de liens échangés dans le cas de SPF V2 et V3. Voilà, il y a 5 paquets utilisés. Hello, pour découvrir le voisinage, découvrir c'est-à-dire le voisinage, les routeurs voisins et créer la table de voisinage. Voilà, show bien sûr IP OSPF neighbor. Voilà, il y a aussi un autre paquet, c'est Database Description, DBD, voilà, qui bien sûr vérifie la synchronisation de la table de données entre les routeurs. Voilà. C'est-à-dire pour garantir que les tables de données sont bien synchronisées. LSR, Link State Request, voilà, pour demander des renseignements sur l'état d'un lien spécifique d'un routeur à un autre. Il peut être envoyé par un routeur pour demander l'état d'un lien précis. Le quatrième, c'est LSU, Link State Update. Donc, ce paquet, donc, on peut l'envoyer. Voilà, on voit les renseignements d'état de lien spécifique demandés. C'est-à-dire, après, après la réception de LSR, on peut répondre en envoyant le LSU. Ouais. Euh, LSA, c'est l'acquisition réception Complete State Acknowledgement. Donc, on connaît les autres types de paquets, c'est-à-dire à chaque fois on reçoit un paquet, donc il faut acquérir la réception, donc il faut envoyer un LSA. Nous commençons par le paquet Hello. Le paquet Hello contient les informations suivantes. On ne va pas bien sûr détailler toutes ces informations, mais ce qui nous intéresse, bon, peut-être le type C1, ce qui nous intéresse aussi, c'est le ID de routeur, c'est-à-dire le ID de routeur qui a envoyé le paquet Hello. Et dans le OSPF, chaque routeur doit avoir un ID. On va en parler après. Doit aussi contient le ID de la zone dans laquelle le routeur appartient, le routeur qui a envoyé le hello. Il y en a aussi d'autres informations importantes. Voilà. Peut-être la priorité de routeur, parce qu'on va l'utiliser après. L'intervalle du paquet hello. Voilà, voilà. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est l'information. C'est ce qu'on appelle le DR et le BDR et la liste des voisins. List of neighbors, il y en a le designated router, DR, et le backup designated router. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, quand on envoie le paquet hello, dans le paquet hello, on doit insérer ces informations. Ces informations concernant le DR et le BDR, c'est uniquement limité à les routeurs qui se trouvent dans le même réseau local. C'est-à-dire la notion de DR et BDR est limitée aux routeurs configurés localement. C'est-à-dire
on, on peut configurer 2, 3 routeurs, voilà, qui fonctionnent en load balancing par exemple, voilà, mais qui se trouvent dans le même endroit, voilà, reliés par un réseau Ethernet. S'il y a une communication Ethernet entre les deux routeurs doivent bien sûr choisir entre eux ce qui est le DR et ce qui est le BDR. Hein? Ce qui est le designated router et ce qui est le backup designated router. D'accord? Très bien. Et il y a aussi deux informations importantes, c'est le ID et la priority, liées au routeur, bien sûr. Le ID et le priority. On va en parler après. Donc, les paquets Hello sont utilisés pour effectuer les opérations suivantes: découvrir les voisins OSPF, bien sûr, et établir la table de voisinage. Annoncer les paramètres sur lesquels les deux routeurs doivent s'accorder pour devenir des voisins bien sûr, voilà, et choisir en cas de communication bien sûr Ethernet, choisir ce qui est le DR et ce qui est le BDR, d'accord? Ce qui est le principal et ce qui est le backup. D'accord? S'il y a une communication de type Ethernet, donc les liens WAN ou bien les liens point à point ne nécessitent pas le DR et le BDR. Donc, pour déterminer les, les voisins OSPF sur un lien, voilà, chaque routeur doit envoyer un paquet hello. Voilà, bon, le premier, c'est-à-dire c'est j'ai reçu un paquet hello, je réponds au paquet hello. Je ne dois pas envoyer un nouveau paquet hello au routeur auquel j'ai reçu le hello, le premier hello. Donc, le routeur envoie un paquet hello contenant son ID. D'accord? À tous les routeurs voisins. Voilà. Et donc, tous les routeurs dans lesquels le OSPF a été configuré vont répondre à ce paquet hello. Voilà. Donc, le paquet hello est envoyé à l'adresse de multidiffusion. D'accord? Donc, c'est multidiffusion par broadcast réservé pour le OSPF. C'est une adresse IP V4. C'est 224.0.0.5. Là, on a déjà parlé de ça. Donc, c'est une adresse IP de multicast. Voilà, utilisée voilà, en cas de multicast. Le ID, donc le problème, c'est le ID. Le ID OSPF, comment on peut le déterminer? Donc, euh, le ID utilisé par le process OSPF, voilà, pour identifier bien sûr de façon unique le routeur, voilà, dans la zone OSPF. ID, bien sûr, est un nombre 32 bits, donc comme si une adresse IP V4. Il permet bien sûr d'identifier le routeur d'une manière unique parmi tous les routeurs OSPF. Voilà. Donc, lorsqu'un paquet OSPF, on va après parler, je vais vous expliquer comment calculer le ID, d'accord? Comment sélectionner le ID d'un routeur. Donc, le OSPF, un routeur voisin compatible à OSPF reçoit le paquet header avec un ID voilà, de, de routeur qui a envoyé le paquet header. Bien sûr, si ce routeur ne figure pas dans sa liste de voisins, s'il n'a pas déjà, bien sûr, inséré dans sa liste de voisins, le routeur, voilà, le destinataire tente d'établir une connectivité avec le routeur. Bien sûr, il va répondre et, bien sûr, va établir une liaison de connectivité de voisinage entre ce routeur. Maintenant, on va parler des états opérationnels OSPF. D'accord? Parce que avant d'établir une
liaison, ou bien une route OSPF entre deux routeurs, ou bien entre euh, deux, deux destinations, voilà, il faut qu'on passe par plusieurs étapes. Le premier état, pardon, c'est état down vers état init. Init, c'est initialisation. D'accord? Donc, lorsque, par exemple, OSPF v2 est activé sur une interface, voilà, une interface d'un routeur A1 par exemple, R1 automatiquement passe de down vers init parce qu'il était down, il passe automatiquement vers initialisation. Il commence à envoyer des paquets hello pour découvrir, bien sûr, les routeurs voisins. Après, la deuxième étape, état init. Lorsque euh, R1 envoie le paquet hello, bien sûr, et les autres reçoivent le paquet hello. Deuxième état, lorsqu'un routeur R2, par exemple, reçoit un paquet hello envoyé par R1, voilà, précédemment inconnu, qui n'existe pas dans sa table de voisinage. Il ajoute bien sûr le ID de ce routeur R1 à la liste de voisinage et répond avec un paquet hello contenant son propre ID R2. Voilà. Et dans ce cas, le routeur passe vers état, l'OSPF lié à cette liaison passe de l'état euh, à l'état init. Voilà. Quand maintenant, troisième état, quand R1 reçoit le paquet hello envoyé par le deuxième routeur, c'est-à-dire la réponse de R2, et remarque que le message contient le ID de routeur R1, parce que quand R2 répond, il doit garder dans ce paquet hello comme source le R1 dans la liste de voisinage R2. Donc, il va remarquer que le R2 hein, a déjà ajouté R1 comme voisin de R2. R1 automatiquement ajoute R2 comme voisin dans la liste de ses voisinages. Et dans ce cas, automatiquement, des transactions, des communications bidirectionnelles peuvent être effectuées. Et donc, l'état de, de l'opération passe à état two-way. Two-way, c'est-à-dire R1 et R2 sont connectés à une liaison directe, point à point. Ils passent à état ce qu'on appelle X-Start. Donc, si les deux sont connectés directement, c'est-à-dire c'est des voisins directs, donc l'état passe à l'état juste après, état two-way. Si R1 et R2, après l'ajout de les deux, ils ont ajouté, bien sûr, chacun a ajouté l'autre dans sa table de voisinage, et R1 et R2 sont directement connectés, l'état passe à X-Start. Si R1 et R2 sont connectés sur un réseau Ethernet, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sont colocalisés, connectés par un réseau local Ethernet, alors euh, ils vont exécuter l'option DR-BDR. Au lieu de passer à l'état X-Start, voilà, ils vont négocier pour choisir ce qu'est le DR et ce qu'est le BDR. Parce que ce sont des nœuds voisins et en même temps connectés par un réseau Ethernet. Choisir, bien sûr, le quatrième, c'est le choix. Si on est dans ce cas de figure, on passe à l'état 4 pour choisir le DR et le BDR, en se basant bien sûr sur le ID, le ID de routeur. Donc, regardez, le routeur ayant le ID le plus élevé ou la priorité la plus élevée sera élu comme DR et le deuxième comme BDR. Vous voyez? Donc, on va regarder le ID. Le ID le plus élevé va être choisi comme DR et l'autre BDR. Si les routeurs utilisent la notion de priorité, voilà,
Donc, on va regarder la priorité. Le routeur qui a la priorité la plus élevée, voilà, sera le DR. Et le deuxième sera le BDR. D'accord? Maintenant, il y en a l'état down, état init, état two-way, juste presque un résumé. Voilà. Donc, état down, quand est-ce que donc, l'état d'exécution de processus OSPF prend l'état down quand le paquet hello, donc reçu down. Donc, aucun paquet hello reçu. D'accord? Aucun paquet hello reçu, automatiquement, l'état d'exécution du paquet de OSPF devient down. Quand le routeur envoie des paquets hello, voilà, bien sûr, il est down, il passe à init. D'accord? Il envoie le paquet hello, mais juste après, il passe à init. État init, les paquets hello sont reçus du voisin. Donc, si un routeur reçoit un paquet hello, automatiquement, l'état OSPF devient init. Donc, il contient, le hello, il contient des ID des routeurs, bien sûr. Le routeur qui a envoyé le paquet hello. Celui qui a reçu le paquet hello, il va regarder dans sa liste de voisinage. S'il n'existe pas, il va l'ajouter, il va répondre. Et automatiquement, après, on va passer automatiquement à l'état two-way. Two-way parce que, c'est-à-dire, on est dans communication peer-to-peer, directement connecté. État two-way, dans cet état, la communication entre les deux routeurs est bidirectionnelle. Voilà, c'est bon. Ce sont des voisins et bidirectionnels. Sur les liens à accès multiple, c'est-à-dire les liens à accès multiple, c'est-à-dire les liens, euh, les liens, les deux routeurs sont reliés à travers un réseau Ethernet. Donc les routeurs vont choisir ce qu'est le DR et le PDR. Sinon, si les deux routeurs sont liés directement, point-à-point, via une liaison WAN par exemple, voilà, automatiquement, on va passer à l'état Xstart. Voilà, donc Xstart, l'état Xstart, sur les réseaux, comme je vous ai dit, point-à-point, les deux routeurs décident quel routeur va initier l'échange des paquets DBD, à ce qu'on appelle la description en base de données. D'accord? Là. Et décide du numéro de séquence de paquet DBD initial. Quel est le numéro initial de paquet? Voilà, c'est état Xstart. Xstart se fait sur une liaison entre deux voisins OSPF, deux routeurs voisins OSPF, reliés sur une liaison point-à-point, c'est une liaison Ethernet. Voilà. Ils vont bien sûr décider ce qui va échanger, va initier l'échange des paquets DBD et le numéro initial, le numéro de séquence initiale. État échange, les routeurs échangent des paquets DBD. Si d'autres informations du routeur sont nécessaires, passez à l'état loading. D'accord? État échange, donc c'est-à-dire les deux routeurs ils sont en train d'échanger les informations reliées à la description des liens. Voilà. D'accord? Si tout va bien, donc on est dans l'état exchange. S'il y a d'autres informations à échanger, donc on va passer à l'état loading, c'est l'état suivant. D'accord?
Sinon, si on a terminé, on passe à l'état full. Full, c'est-à-dire c'est bon, synchronisation à 100%. On a toutes les informations échangées entre les deux routeurs. Mais s'il reste, on passe à l'état loading. Dans l'état loading, c'est-à-dire les paquets LSR et LSU, voilà, doivent être envoyés, voilà, permettant donc d'obtenir des informations supplémentaires sur les routes. Voilà. Donc il faut échanger les paquets LSR et LSU. D'accord? Link state request et link state update. Voilà, envoyé entre les deux. Voilà, donc on est dans la phase, ou bien l'état loading. Les routeurs sont traités, bien sûr, à l'aide de l'algorithme de Dijkstra pour remplir la table de routage. Voilà. Et une fois on termine, on passe à l'état full. C'est-à-dire, c'est bon, l'OSPF est bien établi. Donc, une fois on échangé les informations de l'état de lien ont été échangées entre les routeurs voisins, deux routeurs voisins, c'est-à-dire les paquets les, LSR et LSU ont été envoyés, voilà. Donc, automatiquement, les routeurs sont considérés synchronisés. Ils sont dans l'état full. En cas de mise à jour, il faut envoyer les LSU. Donc, en cas de détection d'une modification, mise à jour, etc., il faut envoyer des LSU. Sinon, il y a des mises à jour des LSU qui doivent être envoyées périodiquement chaque 30 minutes. D'accord? Chaque 30 minutes, en cas de stabilité de réseau. Maintenant, on va revenir à l'histoire de ID de routeur OSPF. C'est quoi le ID OSPF? Le ID OSPF, on a, c'est une valeur de 32 bits, représentée par une adresse IPv4, utilisée pour identifier de manière unique un routeur OSPF. Donc, et après, tous les paquets OSPF doivent avoir doivent inclure le ID de routeur. Donc, chaque routeur doit avoir son ID pour pouvoir participer au SPF, au routage. Le ID donc peut être défini par l'administrateur ou attribué d'une manière dynamique. C'est ça la question. Comment définir ce ID? Donc, vous pouvez en tant qu'administrateur définir d'une manière explicite le ID quand il peut être, c'est-à-dire choisi d'une manière automatique par le routeur. On va détailler après. Donc, le ID du routeur est utilisé par un routeur compatible à OSPF pour, voilà, et pour bien sûr réaliser les opérations suivantes. Sans ID, on ne peut rien faire. Donc, pour participer avec un ID, pour participer à la synchronisation de base de données OSPF, voilà, échanger les informations, bien sûr, voilà, des liens pour synchroniser la base de données, descripteur base de données, DBD. Aussi participer à l'élection des routeurs DR et PDR si les routeurs sont connectés dans un réseau local, communiquent à travers un réseau Ethernet. Bon, concernant c'est-à-dire un routeur Cisco détermine le ID d'un routeur en utilisant trois critères. Un, le ID du routeur est explicitement configuré à l'aide de la commande dans le mode configuration, bien sûr, router ID. Donc, vous pouvez utiliser la commande router ID et après utiliser un ID. On a sous forme d'une adresse IP, par exemple 1.1.1.1.
router ID, espace 1.1.1.1.1, 4 fois. Donc, c'est une configuration donc, déterminée par l'administrateur. D'accord? C'est la méthode bien sûr recommandée. Si l'administrateur n'a pas déterminé d'une manière explicite un router ID, qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Le routeur va sélectionner une adresse IP la plus élevée parmi les adresses IP configurées dans ces interfaces de bouclage. On va parler, c'est quoi l'interface de bouclage? L'interface de bouclage, c'est une autre interface, pas comme les interfaces d'Ethernet ou bien les interfaces seriales. Voilà, il faut juste noter ça. Donc, s'il existe, si l'administrateur a ne pas configuré le router ID, mais il a configuré une ou plusieurs interfaces de bouclage, donc automatiquement le OSPF va choisir l'adresse la plus élevée parmi les adresses affectées à ces interfaces de bouclage comme ID de ce routeur. Sinon, supposons que l'administrateur n'a rien configuré, ni le ID de routeur, ni l'interface de bouclage, automatiquement, le OSPF va choisir une adresse IP de ces interfaces, de l'interface de ce routeur, parmi les interfaces actives, et l'adresse la plus élevée, bien sûr. Il va regarder toutes les interfaces app, hein, les interfaces actives, bien sûr, les interfaces app, les interfaces physiques app. Voilà, il va comparer les adresses IP. Il va choisir l'adresse IP la plus élevée comme une adresse, comme ID de ce routeur. D'accord? Mais de préférence, il faut toujours utiliser le router ID, voilà, pour bien sûr faciliter le troubleshooting. Voilà, pour faciliter le troubleshooting. Exemple, l'interface le back. Regardez, l'interface le back, c'est l'interface de bouclage. Comment configurer l'interface de bouclage? Regardez, il faut utiliser la commande interface le back numéro 1, deuxième, si vous voulez un deuxième loopback, c'est 2, si vous voulez un troisième, 3, ainsi de suite. Après, IP address. IP address 11111, c'est l'adresse IP de cette interface de bouclage. Quel est l'avantage de l'interface de bouclage? L'interface de bouclage, c'est une interface qui est toujours app. On peut l'utiliser pour tester, pour faire des tests. C'est pour ça qu'on peut utiliser pour identifier un routeur, parce que le fait que le routeur il fonctionne, cette interface elle est toujours app. Pas comme les interfaces physiques. Si on débranche le câble, l'interface devient down. Ici, le ID down, voilà, la topologie va être bien sûr modifiée. Il y aura un échange de messages. Donc, c'est les LSU, etc. Donc, réexécution de processus OSPF pour mettre à jour la table de routage. Donc, c'est ça l'avantage de l'interface de bouclage. C'est le back. Interface, le back. Voilà. Le ID, on peut le configurer en utilisant la commande router ID. Voilà. 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. D'accord. Vous pouvez aussi utiliser, pour afficher le ID d'un routeur, vous pouvez utiliser la commande show IP routers. Voilà, la barre include router ID et vous allez bien sûr voir si le routeur a un ID. Pour configurer le ID router, voilà, on a vu comment configurer l'interface de bouclage. Maintenant, pour le ID, il faut utiliser toujours, il faut rentrer d'abord dans le OSPF. Il faut utiliser la commande router OSPF, le ID de l'OSPF. Et à l'intérieur, il faut insérer le ID de, de, de router. C'est router ID 111. Et quand vous utilisez la même commande pour afficher le ID, vous allez trouver ID router c'est 111 pour vérifier. D'accord? Maintenant, pour quelques commandes pour configurer le OSPF, voilà. C'est simple, de toute façon, on va revoir ça
dans l'UDP. Il faut utiliser router OSPF, le ID du process OSPF, un numéro. Network pour déclarer les réseaux que vous voulez, bien sûr, déclarer dans le OSPF, c'est les réseaux locaux. Donc, network address avec le masque, avec le area. Area, c'est la zone, le numéro area suivi de numéros area par exemple 0, area 1. Voilà. Vous pouvez utiliser aussi la commande passive interface. Passive interface pour activer ou désactiver la déclaration des interfaces d'un routeur dans le OSPF. Est-ce que vous devez le déclarer ou bien juste vous le déclarez automatiquement? Donc, vous utilisez la commande passive ID. Priorité, si vous voulez déclarer une priorité au OSPF, voilà, c'est entre 0 et 255. Voilà, c'est un chiffre, bien sûr, inclus entre 0 et 255. Vous pouvez aussi configurer la bande passante. La bande passante, on peut l'utiliser pour calculer le coût. Mais si vous voulez préférer un lien par rapport à un autre, vous pouvez, c'est-à-dire manipuler la valeur de cette bande passante pour modifier le coût de cette liaison. Voilà, regardez, vous pouvez utiliser cette commande, auto cost reference bandwidth. Bandwidth en termes de bytes, kilobits par seconde, ou bien vous utilisez OSPF directement, IP OSPF cost comme valeur, voilà, pour déterminer directement la valeur de, comment dirais-je, le coût de l'interface. Regardez, on est dans l'interface config if. Config if, c'est-à-dire on est en train de configurer une interface. C'est-à-dire ces deux bandwidth et IP cost, OSPF cost, on peut l'utiliser pour modifier le coût d'une interface. Propagation de la route par défaut. Si vous avez une route par défaut, il faut d'abord configurer la route par défaut. Regardez, on est dans une auto-configuration globale. Voilà, IP route 0000 après le next hop. Voilà. Et si vous voulez, comment dirais-je, déclarer cette route par défaut dans le protocole de routage OSPF, il faut rentrer dans le OSPF, utiliser cette commande. Voilà. Voilà. Et après, il faut déclarer la route par défaut. Il faut utiliser la commande default information originate. Originate pour dire voilà, il faut déclarer cette route statique dans le OSPF. C'est-à-dire, c'est une route statique dans R1. Et si vous avez déclaré dans R1 cette route statique dans le OSPF, les autres routeurs vont, bien sûr, pour savoir qu'il y a une route statique au niveau de R1. Route statique, une route par défaut statique au niveau de R1. Il y a aussi, il nous reste cette information, nous on termine cette partie du chapitre de routage dynamique. Par exemple, à un moment donné, dans une entreprise, peut-être vous utilisez plusieurs protocoles de routage. Par exemple, la région centre, il y a l'OSPF, la région Est, la même chose, mais la région Ouest, il y a le RIP. Bah. Donc, il y a un problème. Il y a au niveau de routeur Ouest, il y a le routage RIP, il y a le routage OSPF, c'est-à-dire à l'intérieur de ce routeur, on trouve le protocole RIP et le protocole OSPF. Il y aura deux tables de routage, la table de routage RIP, la table de routage OSPF. Et maintenant, supposons que le RIP a trouvé un chemin vers une destination et le RIP a trouvé un autre chemin vers la même destination. Ou bien peut-être même le même chemin vers la même destination. La question qui se pose ici, quelle est la route qu'on va utiliser? Est-ce que la route récoltée par le protocole RIP ou bien la route renseignée par le protocole OSPF? Donc, pour répondre à cette question, donc on a utilisé la notion de distance administrative. On a défini donc un paramètre, voilà,
nommée la distance administrative. D'accord? Cette distance administrative, bien sûr, montre le meilleur chemin à utiliser parmi les chemins qu'on a récoltés. D'accord? Et pour chaque protocole, il y a une valeur de distance administrative. Voilà, regardez ce tableau. Voilà. Par exemple, la route directement connectée. La distance administrative, c'est 0. 0, c'est la route la plus prioritaire. D'accord? Donc, la valeur la plus petite représente le chemin le plus, c'est-à-dire préféré, le chemin préféré. Routage statique, c'est 1. Un résumé de routage EIGRP, c'est 5. OSPF 110, RIP 120. D'accord? Donc, s'il y a une route récoltée par le RIP, soit récoltée avec la distance administrative 120. Et s'il y a une route récoltée par le 111, par le OSPF, c'est 110. Donc, on va préférer le OSPF que RIP. Mais s'il y a une route connectée, c'est 0. On va préférer, bien sûr, la route connectée directement. S'il y a une route statique, on va préférer la route statique. D'accord? Voilà, donc c'est le dernier diapo. Est-ce que vous avez des questions? Oh, on a quand même... c'est midi 30, midi exact. On a dépassé le... Normalement, c'est... Très bien, mais j'espère qu'on a terminé cette partie, alhamdoulilah. Donc, si vous avez des questions, on devrait terminer à 11h30. J'ai pas vérifié, désolé. Hein. Désolé. Mais on a terminé cette partie. Donc, mais si vous avez des questions sur ça, donc il faut soit poser des questions maintenant. Si vous l'aurez plus tard, vous pouvez me les envoyer par mail, il n'y a pas de souci. On aura l'occasion de revoir les protocoles de routage en TP. Voilà, vous aurez, bien sûr, vous pouvez poser euh, vos questions. Par contre, très bien, merci beaucoup. Très bien, on a rattrapé une demi-heure, oui, très bien. وش حاب يقول par rapport au TP, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, on peut faire le TP à distance, mais ce mardi, j'ai d'autres TP présentiels, donc je dois me déplacer. Je ne sais pas si je pourrais être à Babezouar avant 8h30 pour faire le TP à distance depuis Babezouar. Sinon, je ne sais pas, je ne sais pas. Si j'arrive à, donc, c'est-à-dire, si j'aurai la possibilité d'être là-bas avant 8h30, il n'y a pas de souci, on peut le faire à distance depuis Babezouar. Donc, selon, bien sûr, l'Internet de Babezouar, je ne sais pas s'il y aura. مسيو نقدروا نديروا غدوه على 11:30 هكذا باش نضمنوه. Il n'y a pas de souci, on peut le faire demain, c'est l'idéal. Si vous êtes d'accord, on peut le faire demain à 11h30. داكور رد لك خبر ما كاش مشكل. D'accord. Donc maintenant, je vais vous envoyer la présentation et aussi je vais vous envoyer le TP qu'on va le faire demain. D'accord? Il faut me confirmer concernant le demain. D'accord? Très bien. Bon courage. Et à demain, Inch'Allah. صافطورك مسيو صافا. Merci.